remercie particulièrement Hervé Hamon d'avoir répondu à mon invitation pour donner une conférence à cette séance du séminaire Émergence qui a pour thème cette année « Sommes-nous bien traitants envers nos enfants ?» Alors ce titre est parti d'un livre collectif que nous avons, qui est sorti en début de cette année et sur le thème « Sommes-nous bien traitants envers nos enfants ?» et auquel ont collaboré des spécialistes, des psys, psychanalystes, psychiatres, des philosophes et des économistes. Jean Gadret, qui a d'ailleurs inventé, on peut le dire, la notion de bientraitance en économie, parce que jusque-là, cette notion n'existait pas dans les sciences économiques. Et il y a également Valérie Masson-Delmotte qui a pris la tête du GIEC, le groupe d'experts sur le climat, qui a participé à ce livre, qui est préfacé par Pierre Rabhi. Et j'avais demandé à Hervé Hamon de collaborer à ce livre, de sa place. Voilà, vous avez longtemps œuvré au tribunal pour enfants de Paris, vous avez été président du tribunal pour enfants de Paris, et les quelques fois où j'ai eu la chance d'avoir des situation en commun avec vous, j'avais toujours grand intérêt à votre raisonnement et à vos réflexions. Et voilà, vous avez bien voulu donc écrire ce chapitre dans ce livre, et aujourd'hui donc vous allez nous exposer les résultats de vos réflexions. Écoutez, je vous remercie d'abord pour les compliments, enfin je ne sais pas comment les appeler, mais enfin ça me touche. Quand j'avais accepté de collaborer à votre livre, je vous avais prévenu que pour moi la bientraitance c'était quand même, j'avais quand même quelques forts soupçons sur les concepts actuels de bientraitance et sur la façon dont plus globalement la question de l'accompagnement des enfants et des familles était effectuée en France. J'avais plutôt l'impression d'une grande régression globale de ce que j'avais pu connaître à une époque, disons, un peu héroïque, puisque je suis maintenant à la retraite. Donc je vous avais prévenu que ce serait sans doute assez critique et vous aviez accepté ce fait. Puis, moi, je suis parti, au fond, de l'hypothèse suivante, c'est que le développement du concept de bientraitance serait un avatar de l'idéologie néolibérale triomphante actuellement en vigueur en France, et toujours très vivace, malgré l'alternance politique. Et je trouvais qu'il y avait une contradiction apparente entre néolibéralisme et bientraitance, c'est-à-dire que d'un côté, une réalité législative extrêmement dure, une disqualification des magistrats, mais pas que des magistrats, de tous les professionnels, je dirais, de l'enfance, hein, que ce soit la pédopsychiatrie, le travail social, etc. Et que, en fait, cette double contrainte entre le concept de bientraitance et l'idéologie néolibérale en arrivait finalement à créer une véritable emprise sur les professionnels. Donc c'est un peu cette hypothèse-là que j'ai essayé de défendre. Alors bon, elle est sans doute un peu excessive, mais enfin c'est quand même tout à fait ce que j'ai vécu à la fin de la présidence au tribunal pour enfants de Paris. Et quand je suis parti à la retraite, c'était un soulagement parce que j'étais plus d'accord avec ce qui se passait. Voilà. Alors, la notion de bientraitance, mais vous l'avez peut-être déjà traitée, Madame Zitoun, non Je l'avais traitée dans le précédent séminaire, mais oui, enfin, définissez-la à votre manière. Bon, je rappelle que c'est apparu progressivement dans les années 2000, et si on pense, et bien entendu, le concept de bientraitance nous fait associer immédiatement au concept de maltraitance. Et je me suis référé aux définitions de l'Agence nationale
des établissements et services sociaux et médico-sociaux, la NESM, et sur leur définition. Et selon la NESM, cette notion de bientraitance ne se construirait pas en opposition avec le concept de maltraitance. Elle s'inscrirait dans une notion de soins beaucoup plus large, d'un autre niveau logique, puisqu'elle englobe aussi bien la relation entre un professionnel que la relation professionnelle de la santé et un patient qu'entre un parent et un enfant. Donc c'est un peu la définition du care anglais, et avec toute une éthique du respect de la personne, de sa dignité, de sa singularité dans ses besoins physiques et psychiques, une attention extrême portée au refus de la non-adhésion, une valorisation de l'expression et de l'autonomisation des personnes. Enfin bref, si vous voulez, des tas de principes avec lesquels finalement on ne peut au fond qu'être d'accord. Une attention portée à la sécurité, enfin j'en passe. Et donc c'est vrai qu'au moment où cette notion était apparue, j'étais à la fois assez content, et en même temps je me disais, compte tenu du contexte, qu'est-ce que ça cache. Enfin, on finit par devenir un petit peu parano dans le contexte politique actuel. Alors, le concept de bientraitance, en fait, a pour ambition de traduire la vision de trois grands textes récents. La loi de 2002 qui rénove l'action sociale et médico-sociale, la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, et la loi de 2007, du 5 mars 2007, là je parle de la loi sur la protection de l'enfance, qui vient d'être amodiée et complétée de façon assez intéressante par la loi, alors je sais plus, de mars 2016, qui vient, à mon avis, rétablir un certain nombre de choses par rapport aux errements, ou en tout cas à la naïveté de certains concepts de la loi de 2007, issus, mais j'y reviendrai, tout à fait un peu de cette idéologie néolibérale du consentement. Alors, l'idée aussi dans le concept de bientraitance, c'était d'aborder les pratiques professionnelles sous un angle positif, et ce qui était annoncé par la NESM, c'est que la notion de maltraitance serait abordée dans des recommandations spécifiques ultérieurement. Je suis intervenu récemment à la Fédération de pédopsychiatrie, et il y avait un représentant de la NESM qui me disait qu'il s'y attaquait, mais le concept est des années 2000, nous sommes en 2016, et on voit bien, alors j'y reviendrai peut-être si on a le temps, mais au fond mon idée c'est qu'à force de parler d'évaluation, notamment des professionnels, on en aboutit finalement à passer, mais ça c'est pas très nouveau, à côté de la clinique et à côté de la prise en charge. C'est-à-dire qu'au fond, on évalue, on repère, on dénonce ou on énonce, on passe dans des conditions plus ou moins acrobatiques à la justice, mais en fait, toute la question de la prise en charge me semble occultée. Et je pense que la clinique n'a pas énormément progressé depuis la loi de 89 et avant, puisque en tant que juge des enfants, je veux dire, on était un petit peu de tous les courants de dénonciation de l'espèce d'aveuglement concernant la maltraitance. Après la maltraitance physique, il y a eu la prostitution des enfants, il y a eu l'inceste qui a été un grand succès, il y a eu le syndrome de Munchausen, il y a maintenant la perversion narcissique et le concept d'aliénation parentale. Enfin, il y a des espèces de modes, si vous voulez, c'est un peu terrible à dire, mais des modes qui en fait sont quand même une amélioration des repérages des situations, mais à mon avis, sans que la question d'une spécificité des prises en charge soit réellement abordée, travaillée et en tout cas portée
par les pouvoirs publics. Alors, un des paradoxes que je voyais dans cette évolution, c'est que l'évaluation serait la clé qui permettrait aux professionnels d'éviter les risques de maltraitance sur les usagers. Et je pense que dans ces trois lois que j'ai recitées et dans les paradoxes qui en découlent, on voit une illustration parfaite des nouvelles techniques de gouvernance. Pendant très longtemps, j'ai pensé qu'il y avait un désengagement de l'État par rapport, sur fond de décentralisation bien entendu. Et en lisant Vincent de Goléjac, qui est sociologue, dans son livre « La société malade de la gestion, idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social », je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une autre forme de gouvernance, beaucoup plus subtile. Voilà ce qu'il dit. L'efficacité du système disciplinaire voulait, donc avant, que l'ordre soit exécuté sans discussion, sans explication et sans délai. Il exige de la part des agents une soumission totale au règlement et une docilité obéissante face à la hiérarchie. Il met en œuvre une surveillance et un système de sanctions normalisé. Le système managérial, lui, est en rupture par rapport à ce modèle. On passe d'un gouvernement par des ordres à un management par la réalisation de projets, d'une surveillance hiérarchique à la mise en œuvre d'une autonomie contrôlée. L'objet du contrôle tend à se déplacer de l'activité physique à l'activité mentale. Plutôt que d'encadrer les corps, on cherche à canaliser les pulsions et à mobiliser les esprits. Plus qu'une philosophie d'entreprise ou un idéal à atteindre dans le futur, c'est un modèle de comportement pour aujourd'hui. Alors si on rattache ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'au fond, enfin je vous conseille le livre, parce que ça montre bien à quel point finalement les professionnels, et c'est un peu ce que je disais au début, on ne peut être que d'accord avec ces principes éthiques. Mais en fait, ces principes éthiques sont quasi inatteignables dans une politique, et j'y reviendrai, de restrictions budgétaires et de choix budgétaires extrêmement apparemment absurdes et apparemment aveugles. Mais je pense qu'il y a tout à fait une logique derrière tout ça. Alors, si on reprend la question du néolibéralisme, je suis parti d'une définition déjà Foucault. Le néolibéralisme se fonderait, c'est un livre sur les néolibéralismes qui est extrêmement intéressant. Et Foucault disait ceci: le néolibéralisme se fonderait sur une toute nouvelle anthropologie, celle de l'homme-entreprise. Dans le néolibéralisme, il ne s'en cache pas, il le proclame, on va retrouver là une théorie de l'homo economicus. Mais l'homo economicus n'est pas du tout un partenaire de l'échange, c'est un entrepreneur de lui-même. Et cette chose est si vraie que pratiquement, ça va être l'enjeu de toutes les analyses que font les néolibéraux, de substituer à chaque instant à l'homo economicus, partenaire de l'échange, un homo economicus, entrepreneur de lui-même, étant lui-même son propre capital, étant lui-même son propre producteur et lui-même sa source de revenus. Une autre définition qui recoupe celle de Bardot et Laval: ne pas voir que le néolibéralisme est un interventionnisme en faveur de la concurrence et mu par sa logique ne permettrait pas de comprendre ce qui se joue avec une mutation contemporaine de l'État dans un sens managérial et occulterait les nouvelles formes de servitude dans le capitalisme moderne qui sont irréductibles au vieux concept marxiste d'exploitation. En effet, ils soutiennent que le grand ressort du gouvernement des hommes n'est plus aujourd'hui le commandement direct des puissants, ni même le travail de persuasion idéologique et détenteur de la parole légitime. C'est bien davantage ce que Michel Foucault appelait la conduite des conduites, soit une manière oblique et indirecte de guider le comportement des individus. Alors, à partir de ces touches de venin, on va essayer de traiter, je vais essayer de traiter le sujet.
et de voir un peu quelles sont les conséquences de cette idéologie sur la justice des mineurs. Alors je suis parti, j'avais beaucoup apprécié un travail fait par les sociologues Francis Bayot et Yves Cartwivels, qui ont fait une recherche sur l'évolution. Alors c'est une recherche qui doit dater de 2007-2008, déjà un petit peu ancienne, dans 15 pays sur la justice des mineurs en Europe. Et ils ont essayé de mettre en relief les indicateurs d'une inflexion néolibérale dans le champ de la justice des mineurs. Alors, plus particulièrement sur la justice pénale, mais on verra que la justice pénale, c'est peut-être plus visible, mais que si on se penche vers le civil et les jeunes majeurs, qu'il y a quand même des traces, et des traces assez importantes, mais effectivement moins, bon, je dirais moins brutales, moins franches. Alors, j'ai retenu quelques indicateurs pour ne pas trop alourdir. L'inversion, premier indicateur, l'inversion de la dialectique de la responsabilité. C'est-à-dire qu'on oublie l'enfant délinquant qui serait un enfant en danger, victime des injustices sociales qu'il s'agirait d'émanciper et de resocialiser. Et surgit devant la scène médiatique et politique l'enfant responsable de sa trajectoire qui est sommé de l'assumer et de réparer les conséquences sociales et économiques de ses actes. Alors cet argumentaire, c'est un des argumentaires, je dirais, princeps de la société libérale. Au départ, tout le monde a les mêmes chances et le misérabilisme professionnel n'a plus de place dans une société de battants où les exclus sont volontiers associés à des perdants. Donc, il en est fini de l'image du mineur malade, socialement fragile, dont l'acte serait perçu comme un symptôme à traiter. Le mineur est perçu comme un acteur rationnel, équilibré, maître de ses choix, de sa destinée, et le discours des sociétés de contrôle fait porter ici, glisser, je dirais, le poids de la responsabilité du monde social vers celle de l'individu. Et ce discours détourne le sens de l'action éducative tel qu'il a pu être mis en place antérieurement. Lorsqu'il est question d'une action éducative, il ne s'agit plus d'aider la personne concernée en corrigeant par l'éducation collective ou un soutien psychologique des manques de la prime enfance, mais de protéger les autres du risque que représente le mineur délinquant en redressant ses mauvais penchants et en prenant généralement appui sur des techniques correctives, coercitives, basées sur la psychologie comportementaliste. Deuxième indicateur, un surinvestissement de la problématique sécuritaire associée à la déviance des jeunes qui rejoint celle des autres figures de la sécurité, telles que les étrangers, les toxicomanes, les délinquants sexuels. Enfin, la liste est longue, c'est une liste de désignation. Troisième indicateur, un ciblage sécuritaire sur certains groupes particuliers, les bandes, les gangs, les noyaux durs de la délinquance, dont l'importance numérique est inversement proportionnelle à la couverture médiatique. Quatrième indicateur, je passe rapidement parce que je pense que c'est des choses qui sont assez connues. La jonction entre la concrétisation, l'incarnation des peurs sociales sur ces groupes et la valorisation dans nos sociétés protégées du refus du risque, du principe de précaution, c'est toutes les théories de zéro tolérance voilà, qui ont fait florès en France, alors que les États-Unis, qui sont à la base de cette théorie, ont depuis un certain temps renoncé à cette théorie comme étant, au fond, plutôt des facteurs d'aggravation de la récidive qu'autre chose. Cinquième indicateur, l'apparition d'un idéal de détection et de suivi des groupes à risque. Alors c'est toutes les politiques publiques, les politiques pénales, mais pas que. Je pense à zéro de conduite, finalement, on est bien dans cet idéal de la détection et de groupes qui deviendraient des groupes à risque et dans un but de contrôle masqué derrière les notions de prévention. C'est-à-dire que... Et enfin, mais ça je l'ai déjà traité, finalement, l'évolution du langage dans la justice des mineurs, c'est tout ce qui... la contamination de la sphère judiciaire par le langage issu de l'économie,
Et l'idéologie du management, c'est les statistiques, c'est le rendement, etc., qui ont fait que, je veux dire, que ça aboutit à une surcharge du travail pour les magistrats et une espèce de folie furieuse d'avoir à rendre des décisions. Alors, bien entendu, c'est quand même le métier des magistrats de rendre des décisions, mais en fait, la question des entrées, des flux, des sorties l'emporte largement sur la question des contextes, des difficultés et de la diversité croissante, je dirais, des situations. Alors, si on considère ces indicateurs de recherche comme pertinents, on comprend mieux l'évolution législative du droit pénal des mineurs, surtout depuis 2002. 15 lois, 2 décrets, une circulaire, une question préalable de constitutionnalité, une décision du constitutionnel sont intervenues entre 2002 et 2012, et toutes dans le sens de l'aggravation, de la rapidité, de la limitation des pouvoirs des magistrats, les avatars les plus notables étant les peines planchées pour les mineurs et le tribunal correctionnel pour les mineurs. Et ces modifications de texte, on arrive à vider l'ordonnance de 1945, c'est celle qui a créé finalement la justice des mineurs pénale au départ, et avec des principes non pas de désignation, mais d'appartenance, c'est-à-dire que les mineurs délinquants sont des mineurs qui appartiennent à la société et envers lesquels la société a un devoir de s'en occuper. On voit bien que toute cette évolution-là, c'est l'exclusion. Alors, cette évolution est totalement en contradiction avec les engagements internationaux de la France. Mais la France, pendant toutes ces années, alors il semble qu'il y ait un frémissement avec le gouvernement actuel, a passé son temps à se moquer des condamnations du Comité des droits de l'enfance de Genève, qui est une émanation de l'ONU, puisque chaque pays doit présenter l'état d'avancée des droits de l'enfance dans son pays tous les 4-5 ans. Et l'avant-dernier rapport, la France avait été, je dirais, taclée sur toute la longueur, notamment sur le droit pénal. Là, avec les tentatives de Madame Taubira, il y a eu un essai quand même de modification, puisque les peines planchées ont disparu, mais le tribunal correctionnel est resté, et tout le projet de loi sur la réforme du droit pénal des mineurs, à mon avis, ne passera jamais, puisque dans le contexte de cette idéologie néolibérale, plus le contexte de radicalisation et de terrorisme, toute idée d'une loi qui serait plus, je dirais, plus favorable aux mineurs et qui prendrait mieux en compte la diversité des parcours de délinquance est totalement politiquement impossible à l'heure actuelle. Et je pense qu'aucune majorité, en tout cas que la majorité actuelle ne le fera pas, et je pense que le départ de Mme Taubira n'est pas tout à fait absent. Bon, je crois qu'il y a eu d'autres couleuvres pour Mme Taubira, mais je pense que la justice des mineurs, pour dire les choses très, peut-être, enfin ça n'engage que moi, c'est le seul ministre de la Justice, et j'en ai connu quand même pas mal pendant mes années de fonction de juge des enfants, c'est la seule qui connaissait la question, qui s'y intéressait. Donc on a compris son départ, mais on l'a vécu comme une catastrophe. Et je pense qu'on doit rencontrer M. Urvoas, puisque je suis à la retraite, mais je reste militant dans l'Association française des magistrats de la jeunesse. Et on va, je pense, le rencontrer ou le faire venir à notre congrès, mais on ne se fait aucune illusion sur les réformes possibles. Alors, une des conséquences aussi de cette évolution législative, c'est en fait la poussée, la désignation des 16-18 ans. C'est-à-dire que, et on retrouve là tout à fait l'idéologie néolibérale, c'est-à-dire comme ces mineurs sont maîtres et savent très bien ce qu'ils font, pourquoi les considérer encore comme des mineurs? C'est-à-dire que, et toutes les réformes ont visé
à faire des 16-18 ans en droit pénal une espèce de majorité avant la lettre et de les considérer comme des majeurs. Et alors qu'avant, si vous voulez, les lois pénales pour les mineurs étaient considérées comme des lois d'avancée qui permettaient au droit pénal des majeurs de progresser, c'est plus du tout le cas depuis les années 90, je dirais, et la gauche avait déjà trempé dans l'idéologie sécuritaire. Je veux dire que c'est au-delà des alternances droite-gauche, l'idéologie sécuritaire se référant effectivement à un discours politique, c'est-à-dire que la justice des mineurs, pour dire les choses plus simplement, pendant des années, ce que faisaient les juges d'enfants n'intéressait strictement personne. Les mineurs délinquants, tout le monde s'en moquait, et les mineurs en danger, quand on voit le mal qu'on a eu à faire émerger la question de la violence et la question des violences physiques et psychiques, enfin, on voit bien à quel point c'est pas non plus, si vous voulez, quelque chose de très porteur. Alors, cette désignation des enfants délinquants, 16-18 ans, devenant quasiment des majeurs, sous-tend une disqualification des parents aussi. C'est-à-dire que si les mineurs sont délinquants, c'est aussi la faute des parents, et c'est tout le courant législatif de vouloir punir les parents, les stages de parents, les retraits d'allocations familiales, etc. etc. Donc une espèce de raisonnement causal linéaire extrêmement simpliste finalement. Et on voit d'ailleurs qu'en France, et c'est encore le cas, une espèce de discours contradictoire autour du soutien à la parentalité. Il y a tout un courant qui prône le soutien à la parentalité et tout un courant qui prône au sein de l'équipe ministérielle. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux discours complètement contradictoires. Soit on les aide, soit on les punit, mais en fait, ce sont les mêmes. Alors, donc ça, c'est la partie, je dirais, la plus visible, c'est l'évolution du droit pénal des mineurs. Mais si on regarde la loi sur la protection de l'enfance du 5 mars 2007, qui a été votée, alors il faut le rappeler, la loi du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfance a été votée le même jour que la loi sur la prévention de la délinquance, avec une espèce de course-poursuite au niveau législatif. Et autant la loi sur la protection de l'enfance du 5 mars 2007 a été extrêmement discutée, extrêmement ouverte et extrêmement... il y a eu énormément de consultations, que ce soit au niveau du ministère, au niveau des départements. Ça a été, je dirais, presque un modèle de communication, d'élaboration. Mais il n'en reste, et un des avantages, un des changements majeurs, je dirais malheur, lapsus, c'est de ramener l'enfant maltraité dans la catégorie la plus large des enfants en danger. La loi de 89 avait fait une loi spécifique sur la question des mineurs maltraités. C'était plus la maltraitance physique et un peu la maltraitance psychique qui commençait à poindre. Mais en fait, ça avait fait une catégorie avec un système de signalement assez différent pour cette sous-catégorie n'étant pas un terme péjoratif. La loi de 2007 dit les enfants maltraités font partie de l'ensemble des enfants en danger. Et le problème de la loi de 2007, c'est qu'elle est partie d'un principe, il y a trop de cas de judiciarisation en France, donc on va privilégier ce qu'on appelle la prévention administrative, où les parents viennent donner leur accord pour l'intervention. Et là, on retrouve tout à fait la question de la bientraitance. C'est-à-dire qu'au fond, la question du refus et de l'acceptation devient centrale. C'est-à-dire que ça n'est plus la question du danger de l'enfant, puisqu'avant il y avait risque de danger, c'était la prévention administrative, et danger, c'était le judiciaire.
Non, c'est l'accord des parents à accepter une intervention sociale ou psychosociale. Et notre association avait beaucoup critiqué cette approche-là, et à juste titre, parce qu'en fait, on voit bien que c'est le consentement qui a prévalu et que la prévention administrative a traité d'affaires de situations avec des dangers extrêmes. C'était voulu par les législateurs, c'était explicite dans les débats parlementaires. Et un des résultats, c'est que finalement, au bout de 6 mois de prévention administrative, il y avait des signalements au judiciaire, donc ça retardait les prises en charge. Et c'était encore, il y avait eu l'évaluation administrative, la prise en charge administrative, le juge des enfants refaisait une évaluation. Et je veux dire que par rapport à la question d'évaluation, qui pourtant est un outil tout à fait extraordinaire par rapport à poser des hypothèses de travail et par rapport à la clinique, devenait finalement, au fond, comme si, à force d'évaluer, on ne prenait jamais en charge, ou on prenait en charge à un moment où c'était sans doute trop tardif. Alors, j'aborderai très brièvement la question des jeunes majeurs, c'est-à-dire que vous savez que il y a des textes de loi qui permettent l'émancipation des mineurs, c'est la compétence du juge des tutelles à l'époque, maintenant juge aux affaires familiales. Entre 16 et 18 ans, ce magistrat peut décider que le jeune est suffisamment armé et suffisamment autonome pour prononcer une émancipation, ce qui le rend de fait majeur et libre de ses mouvements. En fait, l'émancipation, et c'est logique avec la réalité économique que nous connaissons à l'heure actuelle, l'émancipation est devenue quasiment inexistante. C'est-à-dire que le juge des enfants était tenu de donner son avis s'il avait un dossier, et très souvent les demandes d'émancipation, c'était des parents qui n'en pouvaient plus et qui voulaient se débarrasser de leur mineur un peu purulent. Et dans cette foulée et dans ce contexte économique est apparue la question des jeunes majeurs. Les jeunes majeurs sont une des compétences civiles du juge des enfants, et tout d'un coup, le ministère de la Justice a décidé qu'il ne financerait plus ces décisions. C'est-à-dire qu'en fait, on voit, et là on retombe dans l'idéologie néolibérale, c'est-à-dire que des choix économiques sont plus forts que la loi. C'est-à-dire qu'ils ont maintenu la possibilité formelle pour le juge des enfants de prononcer des protections jeunes majeurs, mais en fait, ils les ont rendues impossibles puisqu'aucun service ne les prenait en charge, puisqu'ils n'étaient pas financés. Ce qui s'est passé, c'est que ces jeunes majeurs de la justice, et qui étaient les plus fragiles, ont été adressés vers l'aide sociale à l'enfance, qui a joué le jeu un certain temps, et puis qui a été rattrapé par la réalité économique, et qui finalement, on s'est aperçu que les contrats jeunes majeurs étaient de plus en plus courts, de plus en plus impossibles à tenir, avec des objectifs assez drastiques. Et une des populations, je dirais, les plus fragiles, ça a été celle de la question des mineurs étrangers isolés, qui déjà étaient handicapés par des prises en charge souvent tardives ou au rabais, puisque cette question-là a été très difficile à faire émerger sur un plan politique, avec un combat, un refus d'engagement de l'État. Et encore une fois, c'est Madame Taubira qui a pu reconnaître quand même au moins une responsabilité partielle de l'État dans ces questions, dans la protection des adolescents. Là aussi, sur fond d'idéologie de quotas, et là on retombe quand même dans l'idéologie néolibérale, mais enfin, de dire que ça regardait quand même un peu l'État, et que l'État pouvait financer 5 jours dans les prises en charge. Et par rapport à une intervention que j'avais faite à Lille il y a quelque temps, en fait, j'avais intitulé mon topo « La fabrique des incasables ». C'est-à-dire que je pense, si vous voulez, qu'à l'heure actuelle, et également dans l'articulation de la justice avec la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte de façon moindre,
en fait, et avec ces désengagements de l'État, enfin ce que je vivais comme un désengagement de l'État à une certaine période, en fait, on fabrique des désignations pour l'autre catégorie institutionnelle. Il n'est pas assez fou pour être pris en charge par la psychiatrie, il est trop délinquant pour être... Enfin bon, tout ce qu'on connaît de défaussement, avec une difficulté à travailler les logiques institutionnelles différentes, alors que c'est tout à fait passionnant. Mais la surcharge de travail, les juges des enfants ne sortent pratiquement plus de leur cabinet. Et je pense que les files d'attente en pédopsychiatrie sont extrêmement importantes. En tout cas, tous ces temps, je dirais à la fois de clinique, mais aussi de confrontation et d'élaboration, d'articulation entre les champs, entre des champs différents, avec des logiques différentes, est quasiment impossible. Et je pense que quand on voit chaque cabinet de juge d'enfants a, disons, une quinzaine de situations dites d'incasables, et quand on décrypte, et on avait fait sur le Val-de-Marne tout un travail avec la pédopsychiatrie, on avait essayé de monter un séminaire de travail, de décodage de ces situations d'incasables, et c'était extrêmement intéressant. Voilà, je crois que je vais en terminer là. Oui, alors ce que disait, pour terminer, une petite citation de Gaulle et Jacques, il propose le terme de système managinaire pour décrire l'ensemble des processus de transaction entre l'entreprise et l'individu. Enfin, c'est partie de l'entreprise, mais c'est tout à fait valable, à mon avis, pour l'État. L'organisation donne beaucoup d'avantages et beaucoup de contraintes. L'individu éprouve beaucoup de satisfaction et beaucoup d'angoisse. Pour lutter contre l'angoisse, il s'investit totalement dans son travail. Il obtient des résultats, ce qui lui amène de la reconnaissance sous forme de promotion, de salaire, mais également des responsabilités qui viennent renforcer le couple avantage-contrainte et par contre-coup le plaisir et l'angoisse, et ainsi de suite. L'attachement des individus est produit non pas par une contrainte physique, mais par une dépendance psychique qui s'était sur les mêmes processus que le lien amoureux, c'est-à-dire la projection, l'idéalisation, le plaisir et l'angoisse. C'est à ce niveau que réside le succès et la faille de l'entreprise managériale. Les conflits se posent de moins en moins au niveau de l'organisation en termes de lutte revendicative ou de respect de l'autorité hiérarchique. Ils se posent au niveau psychologique en termes d'insécurité, de souffrance psychique, d'épuisement professionnel, de troubles psychosomatiques, de dépression, etc. Pour vous donner, et je terminerai vraiment là, cette fois-ci, j'ai été contacté par l'école de la magistrature il y a 2 ou 3 ans, l'école de magistrature à Bordeaux, qui est la formation initiale. À Paris, c'est la formation permanente. Et il m'avait invité pour parler des techniques de travail, comment le juge des enfants faisait pour ne pas souffrir au travail. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les techniques de travail, de formation, de synthèse, de réflexion, etc., bon, qui pour moi ont été des plaisirs professionnels, des plaisirs techniques, des plaisirs de curiosité, etc., étaient en fait vendus par l'école de la magistrature comme étant des instruments pour ne pas souffrir au travail. Et je pense qu'on est tout à fait là dans ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les objectifs fixés aux magistrats, et je pense qu'on peut faire le parallèle avec d'autres champs, sont inatteignables, en fait, sont inatteignables, et la crise économique est venue, en plus, si vous voulez, justifier sans aucun débat des coupes budgétaires apparemment aveugles. Mais la question des jeunes majeurs, par exemple, ça a été comme conséquence de porter les 18-25 ans dans, je veux dire, un abandon total. D'ailleurs, on voit ce qui se passe à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a un réveil quand même de toute cette catégorie de jeunes d'insécurité. C'est-à-dire que ce sont des politiques à très court terme et qui sont effectivement dans la négation de l'accompagnement de ce que les institutions peuvent apporter.
Et ça rejoint un peu ce que vous disiez de l'économiste de votre livre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appréciation économique de l'enfant. Il n'y a pas de... Donc ça ne peut pas rentrer dans la logique néolibérale. Voilà, je suis... C'est pas très bien. Bon, Hervé, on vous remercie beaucoup. C'est un beau résumé de ce que vous avez travaillé dans le livre. Alors, c'est vrai que là, il y a un petit changement là, depuis mars 2016, Oui. dont on peut espérer des retombées intéressantes, oui. Non? Oui. La loi de 2016 réintroduit la notion de danger un petit peu au cœur de la protection de l'enfance, et il y a tout un... Il rend un peu ce qu'avait essayé de faire Madame Taubira sur la prise en charge, sur une logique de répartition des mineurs étrangers isolés sur le territoire français, plus légitime, puisque la question avait été traitée par une circulaire qui avait été dénoncée par les présidents des conseils généraux puis départementaux, et en fait avec des recours contre cette circulaire. Effectivement, il n'y avait pas de possibilité pour l'État de déclarer des quotas sans passer par une réforme législative. Puis il y a toute une série de réformes sur un Conseil national de prévention de protection de l'enfance. Enfin, il y a une série je dirais, de correctifs, puisqu'en fait, la loi de 2007, par rapport à ses objectifs de déjudiciarisation, a été un échec. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas changé grand-chose des proportions. Et par contre, je pense que ça a fait des dégâts sur la continuité des prises en charge. Ce que j'ai compris aussi de cette loi de 2016, c'est qu'elle remet l'enfant au centre. Oui. C'est-à-dire que la loi de 2007 introduisait le consentement des parents et accordait une grande importance au consentement des parents, quel que soit ce qui pouvait se passer dès qu'ils avaient fermé la porte du cabinet du juge, et que maintenant, il y a ce consentement des parents est moins mis en avant. Et c'est ça? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les techniques d'accompagnement étaient faites en direction d'obtenir l'accord des parents à une intervention, ce qui en soi est tout à fait louable et logique. Mais ce qui est peut-être... le texte de loi civile du juge, enfin si vous voulez, le juge d'enfant est un juge paradoxal et ces deux activités sont fondées sur des grands principes paradoxaux. En ce qui concerne le civil, c'est que le juge des enfants doit s'efforcer d'obtenir l'acceptation des parents aux décisions qu'il prend. Alors ça a l'air de rien, mais c'est-à-dire qu'il peut s'en passer, bien entendu, mais ça veut dire que le juge des enfants, s'il applique la loi, doit s'évertuer de convaincre la famille. Cette conviction et ce recherche de l'adhésion est une recherche, je dirais, qui impose une curiosité, qui impose une compréhension et peut-être des lectures différentes de ce qui est dans le signalement initial. Et l'hypothèse qu'on faisait, c'est que pour les familles, il y aurait une plus grande dignité à se bagarrer contre ce juge qui cherche à les convaincre qu'à signer finalement une adhésion à une prévention administrative. C'est-à-dire que dans ce jeu qui est un peu en trompe-l'œil avec le juge d'enfant, il y a des combats, il y a des choses qu'on peut admettre, il y a des choses qu'on peut laisser tomber, on peut convaincre, mais au fond, au bout du compte, on arrive, si on travaille bien, alors ça dépend de la formation des juges d'enfants, on arrive quand même à un accord sur certains points.
hein, sur certains points qui sont travaillables, qui sont à travailler, et les évaluations par les travailleurs sociaux ou les actions peuvent partent de ce point de vue, mais les travailleurs sociaux voient en général autre chose que le juge des enfants, et c'est normal puisque les contextes sont quand même très différents. Alors que dans la prévention administrative, les familles viennent signer leur propre défaillance. Au fond, ils sont d'accord. Et on a vu dans les débuts de la loi de 2007, dès qu'il y avait une contestation qui nous semblait, je dirais, plutôt bénigne des parents, la prévention administrative disait on ne peut plus travailler et on signale au judiciaire. Et, alors que pour nous, les résistances aux décisions et aux orientations, ça fait partie du travail. Je veux dire qu'il y a des situations qu'on a réussi à faire bouger, ne serait-ce que parce que les familles refusaient de travailler dans le sens qu'on aurait souhaité. Moi, j'ai un superbe cas où le père a mis en échec, c'était un syndrome d'Asperger, le père a passé son temps à démolir toutes les situations de placement en psychiatrie, d'institutions que je pouvais mettre en place, et Dieu sait si le gamin était parfaitement odieux et pas facile à caser. Et le père, finalement, a fini, c'était un acteur assez connu en Allemagne, et la mère était en France, et en fait, le père ne pouvait pas supporter une normalisation par la psychiatrie. Et il a fini par, d'escalade en escalade, il l'a rapté, il s'en est occupé alors qu'il s'en était jamais occupé, ce que j'ai trouvé plutôt pas mal. Il s'est rendu compte quand même qu'il y avait quelques problèmes. J'étais en contact avec le psychiatre de Hambourg, qui était quelqu'un de tout à fait charmant. Et au final, il a envoyé son fils dans une pension extrêmement luxueuse en Angleterre, où il a réussi à passer son bac. Je veux dire, alors, je crois que j'ai jamais été autant haï par un gosse. En général, j'ai plutôt des contacts, pas forcément extraordinaires, mais acceptables avec les jeunes. Et là, moi, ça m'a beaucoup apporté cette situation, parce que je pense que les effets de nos décisions, c'est pas forcément qu'elles soient respectées. Hein, c'est ce que ça provoque, c'est les mouvements que ça provoque. Mais je trouve ça très bien. Alors vous avez sans doute